Ma sœur a brisé mon iPhone 17 après mon refus de lui prêter 10 000 euros. Ma mère a minimisé, parlant d'un simple accident. Sans un mot, j'ai agi dans l'ombre, appel discret, changement de mot de passe. J'attends le lever du jour, son réveil. Il y a des moments où une simple phrase tombe si durement que votre esprit a besoin d'un instant pour la saisir pleinement. Le mien est arrivé par un après-midi doux à Lyon, lorsque tout ce que je pensais pouvoir tolérer a basculé d'un coup. Je m'appelle Solène, et jusqu'à ce jour, je croyais sincèrement connaître les limites de la patience que ma famille pouvait exiger de moi. Désolé, ton iPhone 17 est cassé, a dit ma sœur aînée, Élodie Dubois, après que j'ai refusé de lui prêter 10 000 euros. Sa voix était monocorde, presque désintéressée, et l'écran brisé qu'elle tenait à la main montrait clairement qu'elle ne l'avait pas laissé tomber par erreur. J'ai demandé pourquoi elle avait touché mon téléphone sans permission. Elle a haussé les épaules, comme si cela ne devait pas être pris personnellement, comme si les dommages qu'elle avait causés étaient un petit contretemps que je devrais résoudre discrètement. Avant que je ne puisse tout assimiler, maman est intervenue avec cette douceur familière qu'elle n'utilisait que dans un seul sens et m'a dit que ce n'était qu'un accident. Elle a ajouté que je ne devais pas en faire toute une histoire. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé ni regardé assez attentivement pour voir la façon dont ma mâchoire se serrait. C'était le même scénario que toujours, ma sœur créait le désordre, maman le balayait, et on s'attendait à ce que j'avale ma frustration comme une sorte de preuve de mon attachement à la famille. Je suis restée silencieuse, car le silence a une manière de révéler ce que les gens attendent de vous. Ma sœur me regardait comme on observe une machine dont on pense qu'elle fonctionnera exactement comme elle l'a toujours fait. Elle pensait vraiment que j'allais encaisser le coup et passer à autre chose. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose s'installer en moi avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je savais que j'avais atteint un point de non-retour. Si vous aviez été à ma place, avec le téléphone en miettes et les excuses déjà prêtes à être utilisées, qu'auriez-vous fait ensuite? Dites-moi vos réflexions et comment vous auriez géré un tel moment. Cet après-midi-là, quand je suis retourné à mon appartement à Lyon, le silence semblait plus lourd que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes me regardaient trier tout ce qui s'était passé. J'ai posé mon sac et essayé de me concentrer sur ma respiration. Pourtant, mon esprit n'arrêtait pas de revenir à la même vérité que j'avais évité de nommer pendant des années. Ma sœur aînée, Élodie Dubois, n'était pas soudainement devenue quelqu'un capable de briser mon téléphone pour 10 000 euros. Elle avait toujours navigué entre le sentiment de droit et la commodité, et j'avais passé la majeure partie de ma vie à m'effacer pour lui faire de la place. Je me suis effondré sur mon canapé et j'ai repassé les moments que je m'étais forcé à minimiser, ceux qui s'étaient accumulés assez discrètement pour passer pour normaux à l'époque. Il y avait ces après-midi où elle empruntait de l'argent, promettant de le rendre avant la fin du mois, seulement pour que je couvre ses découvertes lorsqu'elle oubliait un paiement. Il y avait ces matins où je découvrais qu'elle avait utilisé mon nom pour demander une carte de magasin parce que la sienne avait trop de frais de retard. Chaque incident semblait minime en soi. Pourtant, le coup retombait toujours sur mes épaules, tandis que maman insistait pour que je sois patiente parce que les familles se soutiennent mutuellement. Cette version du soutien avait toujours penché en faveur d'Élodie, aussi gênant que cela puisse être pour moi. Alors que la tension s'intensifiait, mon meilleur ami, Jordan Lefebvre, a appelé après avoir remarqué la façon dont ma voix s'était brisée lorsque nous avions parlé plus tôt. Jordan me connaissait depuis assez longtemps pour percevoir le changement que j'essayais de cacher. Et quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, la frustration qui transparaissait dans son silence m'a tout dit. Je me plaignais rarement. Pourtant, au moment où les mots sont sortis de ma bouche, j'ai senti des années de déséquilibre se mettre en place avec une clarté qui m'a surprise. Jordan m'a rappelé que mes réactions n'étaient pas dramatiques, mais attendues. Et entendre quelqu'un valider cette vérité m'a donné juste assez de stabilité pour continuer à déballer les souvenirs que j'avais enfouis. Il était impossible d'ignorer à quel point la dynamique avait commencé tôt. Quand j'étais encore à l'école, maman trouvait toujours une raison d'atténuer les conséquences pour Élodie, affirmant qu'elle était sensible ou dépassée, tandis que l'on s'attendait à ce que je m'adapte parce que j'étais censé pouvoir en gérer davantage. Le message était subtil mais cohérent, et avec le temps, j'ai appris à absorber la déception sans la montrer. Je pensais que la retenue faisait de moi la personne responsable, la fille qui maintenait la paix. Pourtant, tout ce que cela a fait, c'est apprendre à tout le monde que je plierais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à plier. Assise là, j'ai réalisé que j'avais atteint un point où même de petits actes de dédain portaient un poids que je ne pouvais plus absorber. Le téléphone brisé n'était que la partie la plus visible d'un schéma qui s'était étendu sur toute ma vie. Et une fois que je l'ai nommé,
je ne pouvais plus prétendre que c'était quelque chose d'inoffensif. Une fatigue que je ne m'étais pas autorisé à reconnaître s'est installée en moi, plus lourde que je ne voulais l'admettre, mais indéniablement honnête. Je savais que je ne pouvais pas revenir à la version de moi-même qui tolérait tout par devoir. Quelque chose avait changé en moi, de manière stable et irréversible. Et pour la première fois depuis des années, j'ai compris que prendre ces distances n'était pas de la déloyauté, mais de la survie. Cette nuit-là, quand j'ai vérifié à nouveau mes comptes, un sentiment de malaise s'est installé en moi avec une clarté que je ne pouvais plus ignorer. J'ai ouvert mon ordinateur portable avec l'intention de n'examiner que quelques transactions récentes. Pourtant, dès que le tableau de bord s'est chargé, j'ai réalisé que la situation était bien plus profonde qu'un simple téléphone cassé. Ce qui a commencé comme une simple recherche de frais inhabituels s'est rapidement transformé en une trace d'activité qui ne ressemblait en rien à mon propre comportement. Et plus je faisais défiler, plus les pièces commençaient à s'aligner d'une manière qui me serrait la poitrine. Le premier signal d'alarme est apparu sur ma page de partage familial Apple. Je l'avais configuré il y a des années par commodité, principalement pour que mes appareils restent synchronisés et que mes abonnements soient organisés. Cependant, lorsque j'ai ouvert l'historique des achats, plusieurs applications que je n'avais jamais téléchargées sont apparues dans la liste, regroupées en des mois de frais discrets qui m'avaient échappé. Il s'agissait d'abonnements à des applications de style de vie, d'outils d'édition et de mise à niveau premium qui correspondaient aux habitudes de quelqu'un d'autre plutôt qu'aux miennes. Le schéma était indubitable, surtout lorsque j'ai reconnu les eurodatages correspondant au moment où Elodie avait emprunté mon téléphone sous prétexte de vérifier ses messages. À l'époque, les demandes semblaient inoffensives. Pourtant, les preuves révélaient quelque chose de beaucoup plus délibéré. En approfondissant, j'ai remarqué plusieurs microtransactions acheminées via Apple Pay. Certaines étaient de petites dépenses d'épicerie, d'autres des articles ménagers divers provenant de magasins que maman fréquentait. Les montants étaient minimes en soi, suffisamment bas pour se fondre dans n'importe quel budget mensuel sans soulever d'alarme. Pourtant, la constance du schéma rendait l'intention difficile à écarter. Je me suis souvenu des fois où maman mentionnait avoir oublié sa carte ou devoir payer rapidement, des moments que j'avais balayés comme des faveurs familiales routinières. Voir la trace enregistrée dans mes propres relevés a balayé les excuses auxquelles je m'étais accroché. Essayant de garder ma concentration, j'ai appelé Jordan Lefebvre et demandé de l'aide, vérifiant si certains frais montraient des signes d'approbation manuelle ou de récurrence automatique. Jordan a abordé la situation d'un angle technique plutôt qu'émotionnel, examinant les eurodatages, les identifiants d'appareils et les journaux d'autorisation. Sans la douceur de la sympathie, Jordan a souligné que plusieurs achats avaient été autorisés via des appareils qui ne m'étaient pas enregistrés, ce qui signifiait que quelqu'un utilisait mes identifiants sans ma connaissance. La précision de cette conclusion a tout clarifié, me laissant avec une reconnaissance troublante de la durée pendant laquelle cette limite avait été franchie. J'ai ouvert un document vierge et commencé à compiler chaque entrée suspecte, les organisant par catégorie pour que mes pensées ne se dispersent pas. La liste s'est allongée régulièrement, passant de lignes éparses à un registre structuré de la façon dont mes comptes avaient été traités comme une propriété commune. J'ai surligné les applications liées aux habitudes d'Elodie et marqué les achats correspondant aux routines de maman. Puis j'ai regroupé les anomalies restantes sous une colonne que j'ai étiquetée « Source incertaine ». Au fur et à mesure que le fichier s'étendait, il est devenu clair que les dommages financiers allaient plus loin que les totaux visibles. Ce qui me troublait le plus était la réalisation que cette utilisation abusive n'était pas nouvelle. Pourtant, j'avais été trop disposé à rationaliser les signes jusqu'à présent. Une fois que les preuves étaient clairement devant moi, j'ai ressenti un changement discret en moi, un changement qui rendait le déni impossible. J'ai ouvert mes paramètres et commencé la première série de ce que j'ai appelé silencieusement mes démarches silencieuses. Des actions subtiles destinées à me protéger sans rien annoncer. J'ai mis à jour mes mots de passe avec des combinaisons que personne ne pouvait deviner, supprimé tous les appareils partagés et révoqué les autorisations liées aux anciennes connexions. Chaque étape était comme reprendre une partie de ma vie que j'avais cédée trop facilement. Au moment où j'ai terminé, le document brillait sur mon écran, rempli de preuves de choix que j'avais laissé d'autres faire pour moi. L'épuisement qui a suivi ne m'a pas submergé cette fois. Il m'a étudié, me rappelant que la reconnaissance était le premier pas vers la reprise du contrôle, et la trace des preuves que j'ai recueillies a rendu une chose certaine, le schéma avait enfin atteint sa fin. Près de minuit, j'ai agi avec une clarté qui me semblait inhabituelle mais stable, comme si chaque pensée éparpillée s'était enfin alignée après les découvertes que j'avais faites plus tôt dans la soirée.
L'appartement autour de moi reposait dans un calme feutré qui m'a aidé à me concentrer sur ce qui devait être fait. J'ai ouvert le panneau de contrôle de l'identifiant Apple et j'ai pris une lente respiration avant de défaire entièrement le réseau de partage familial. Chaque appareil qui n'était pas le mien apparaissait comme un rappel des limites que j'avais laissées s'étirer bien au-delà de la raison. En supprimant chaque couche d'accès, je pouvais sentir une séparation silencieuse se dessiner, non pas par des déclarations dramatiques, mais par les petits clics délibérés de quelqu'un qui reprenait ce qui lui appartenait. J'ai continué en mettant à jour chaque mot de passe lié à ma vie numérique. J'ai changé d'abord l'identifiant Apple principal, puis je suis passé aux connexions secondaires de courriel, aux points d'accès bancaire, aux notes cryptées et au stockage archivé. J'ai créé de longues séquences de caractères sans signification personnelle, afin que rien ne puisse être deviné ou retracé. Chaque écran de confirmation était comme une porte qui se refermait derrière moi, et le sentiment de contrôle qui revenait à chaque étape s'est installé dans ma poitrine avec une calme résolution. J'ai vérifié les appareils encore connectés, les ai révoqués sans hésitation, et j'ai regardé la liste rétrécir jusqu'à ce qu'il ne reste que mes propres appareils. Au moment où la page s'est rafraîchie, un nouveau genre de calme s'est installé dans la pièce. Ensuite, j'ai appelé l'opérateur téléphonique. J'ai vérifié mon identité, confirmé le numéro de compte et demandé la résiliation immédiate de la ligne secondaire d'Elodie. Le représentant m'a demandé si je comprenais que cette action déconnecterait entièrement le service qu'elle utilisait. Ma réponse a été ferme, décidée et finale. Lorsque le représentant a confirmé que la ligne avait été supprimée de mon compte, j'ai noté l'identifiant de l'appel et l'heure exacte dans mon document en cours. Avoir une preuve claire pour chaque action m'a donné un sentiment d'ancrage, comme si je posais le pied sur un terrain solide après être resté trop longtemps sur quelque chose d'instable. Une fois la confirmation arrivée, j'ai rédigé une notification au compte auquel Elodie avait accès via mon identifiant Apple. Je n'ai inclus ni blâme ni explications émotionnelles. J'ai simplement déclaré que toutes les autorisations étaient révoquées, que les services liés ne fonctionneraient plus et que je ne serais plus responsable des frais qui apparaîtraient à partir de ce moment. J'ai envoyé le message sans attendre de réponse, car je comprenais que mon objectif n'était pas d'engager une autre conversation épuisante, mais de fermer les voies qui n'auraient jamais dû exister. Après cela, j'ai contacté le propriétaire d'Elodie, la même personne qui m'avait demandé de me porter garante pour son bail lorsqu'elle avait des difficultés financières. Je me suis présenté à nouveau et j'ai demandé le statut actuel de son contrat. Le propriétaire a mentionné quelques charges en suspens, alors j'ai demandé des copies des documents pertinents. J'ai expliqué mon intention de retirer ma garantie dans le délai autorisé par l'accord et j'ai demandé une confirmation écrite une fois le processus terminé. La conversation est restée brève, car le propriétaire a reconnu que ma demande relevait entièrement de mes droits. Lorsque les documents sont arrivés dans ma boîte de réception, j'ai enregistré chaque fichier dans un dossier dédié et je les ai sauvegardés à nouveau dans mon stockage cloud privé. Je suis retourné à mon document maître et j'ai ajouté chaque étape complétée. À chaque nouvelle ligne, la situation qui me semblait autrefois embrouillée et accablante est devenue suffisamment structurée pour que je puisse voir exactement où j'en étais. J'ai fermé mon ordinateur portable juste au moment où l'horloge marquait le début d'un nouveau jour, et le silence qui m'entourait s'est installé avec un poids différent d'auparavant. En regardant le faible reflet de mon visage sur l'écran sombre, j'ai compris que les choix silencieux que j'avais faits cette nuit-là n'étaient pas seulement destinés à rompre d'anciens schémas, mais aussi à garantir que je ne retomberais jamais dans une vie où mes limites pouvaient être considérées comme facultatives. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, je sentais déjà que la journée exigerait un niveau de stabilité que je n'avais appris à me faire confiance que récemment. J'ai posé mon sac sur mon bureau, j'ai consulté mon calendrier un bref instant, puis j'ai entendu les pas pressés de l'assistante de la réception se diriger droit vers moi. Elle m'a informé à voix basse que 2 visiteurs attendaient dans le hall, exigeant de me parler. Avant même d'atteindre le couloir, je savais exactement qui ils étaient. Elodie se tenait au centre de la réception avec une posture destinée à capter l'attention qu'elle croyait mériter. Son expression mêlait fureur et sentiment de droit, qu'elle ne cherchait pas à cacher. Maman se tenait légèrement derrière elle, essayant de masquer son inconfort d'un ton doux qui ne correspondait pas à l'impatience visible dans ses yeux. Au moment où Elodie m'a aperçu, elle a avancé sans intention de se retenir. « Tu m'as tout bloqué. » « Règle ça tout de suite », a-t-elle dit assez fort pour que plusieurs employés tournent la tête. Maman a enchaîné avec une douce supplique, « Solène, s'il te plaît, arrête d'être déraisonnable. Ta sœur est stressée. Rétablis son accès. » Sa voix essayait de paraître calme, mais elle contenait toujours l'attente que je finirais par céder, comme avant.
Je suis resté ferme. Je leur ai rappelé que tous les comptes en question m'appartenaient exclusivement et que j'avais agi dans mes pleins droits. Élodie a refusé d'accepter ce qu'elle appelait une excuse. Elle s'est rapprochée avec un regard furieux qui révélait la pression qu'elle ressentait. « Si tu refuses, je ferai en sorte que tout le monde ici sache à quel point tu es égoïste. Crois-tu qu'ils te respecteront après ça ?» Jordan Lefebvre est entré dans la zone à ce moment-là, à titre professionnel, en tant que membre de l'équipe de conformité interne de notre entreprise. Jordan ne s'est pas approché de moi pour un soutien émotionnel. Au lieu de cela, il s'est positionné à proximité pour s'assurer que personne ne violait les politiques de conduite. Il n'y a eu aucun réconfort, aucun adoucissement de la situation et aucune implication dans le différend qui se déroulait entre moi et ma famille. Élodie a rapidement intensifié son ton quand elle a vu que je restais calme. « Tu me dois l'accès. J'ai tout construit grâce à tes comptes. Tu ne peux pas me rejeter parce que tu es fâché. » J'ai maintenu le contact visuel et répondu avec une clarté délibérée que l'utilisation non autorisée de l'identifiant Apple et des services financiers d'une autre personne était inacceptable. J'ai déclaré que la suppression de son accès était une mesure corrective nécessaire et non une réaction impulsive à des sentiments blessés. Maman a tenté une fois de plus d'utiliser l'appel familier à l'obligation familiale, mais le poids de cet argument ne m'atteignait plus. L'agitation a attiré l'attention de la direction du bureau qui est arrivée avec une demande ferme. Ils ont informé Élodie qu'elle perturbait un espace de travail sécurisé et qu'elle devait partir immédiatement. Elle a riposté d'un ton provocateur, insistant sur le fait qu'elle avait tout à fait le droit de rester. Lorsque la sécurité s'est approchée, elle s'est finalement dirigée vers la sortie. Avant de franchir le seuil, elle s'est brusquement retournée et a lancé une dernière menace, « Tu le regretteras quand tu auras besoin de nous. » J'ai répondu d'une voix calme qui m'a même surprise. Je lui ai dit que chaque décision que j'avais prise reflétait ce qui s'était déjà passé et que j'étais prête à accepter ce qui en découlerait. Une fois qu'elles ont quitté le bâtiment, j'ai marqué une brève pause pour reprendre mon souffle, pleinement consciente que cette confrontation ne marquait que le début du changement que je m'étais engagé à mener à terme. 3 jours plus tard, j'ai ressenti le premier véritable changement dans l'atmosphère autour de moi, un changement qui montrait à quel point les effets d'entraînement de mes décisions silencieuses avaient commencé à se propager. Je me suis réveillé avec une étrange stabilité ce matin-là, une clarté qui semblait mériter plutôt qu'emprunter, et je me suis préparé à tout ce qui allait se dérouler au cours des prochaines heures. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à la rapidité avec laquelle les murs allaient commencer à se refermer autour d'Élodie une fois que les systèmes qui la soutenaient cesseraient enfin de porter son poids. Le premier signe est arrivé par un bref message d'un collègue qui se demandait si j'avais entendu parler de la panne de courriel dans le service d'Élodie. J'ai gardé ma réponse neutre, car les problèmes internes de son employeur n'avaient rien à voir avec moi. Je suis resté concentré sur mon propre travail jusqu'en milieu de matinée, lorsqu'un numéro inconnu a appelé ma ligne de bureau. La voix à l'autre bout s'est présentée comme un superviseur du lieu de travail d'Élodie et m'a demandé si j'avais des informations sur les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas accéder à son compte d'entreprise. Son ton suggérait qu'il pensait que je détenais peut-être une information manquante. J'ai précisé que je n'avais aucune implication dans l'administration de leur plateforme numérique et que tout problème d'authentification devrait être traité directement avec leur équipe interne. Il m'a remercié poliment, bien que j'ai senti qu'il réalisait qu'il se passait bien plus que ce qu'il avait initialement supposé. En début d'après-midi, une autre conséquence est apparue. Mon propriétaire a transmis un avis du gestionnaire immobilier du complexe d'appartements d'Élodie. Il demandait confirmation de la garantie financière que j'avais fournie lorsqu'elle avait emménagé. J'ai ouvert le document avec soin et j'ai rédigé une déclaration formelle de retrait de mon soutien. J'ai inclus tous les détails requis avec une précision minutieuse, puis je l'ai soumise via le portail officiel afin qu'il y ait un registre complet du changement. Une fois la confirmation reçue, j'ai enregistré le fichier dans le même dossier que le reste de la documentation que j'avais compilée. Plus tard dans la journée, mon téléphone a de nouveau sonné, cette fois avec un message d'une cousine qui demandait pourquoi maman appelait des proches pour exprimer son inquiétude concernant ce qu'elle décrivait comme mon comportement, totalement déraisonnable. Selon elle, j'avais laissé Élodie sans aide à un moment difficile et j'avais fait honte à la famille. J'ai laissé le message sur mon écran pendant plusieurs minutes avant de répondre, car je devais réfléchir aux résultats que je souhaitais de la conversation. J'ai finalement écrit que les limites personnelles n'étaient pas des actes d'hostilité et qu'aucune des complications actuelles n'avait été créée par moi. Je n'ai pas offert d'autres explications, car j'avais atteint un point dans ma vie où une justification inutile semblait être un abandon de contrôle. Pendant que les proches débattaient et spéculaient,
Élodie était confrontée à une vague de problèmes plus importante. Elle a tenté de présenter des documents alternatifs à son employeur, mais tout nécessitait l'accès à l'adresse électronique qu'elle ne pouvait plus ouvrir. Les ressources humaines l'ont temporairement suspendue pendant qu'elles enquêtaient sur ce qu'elles appelaient une « activité irrégulière de ses identifiants ». Je n'ai entendu parler de cela que parce que Jordan a transmis une brève mise à jour de quelqu'un qui avait assisté à la réunion. Jordan n'a pas commenté la situation et n'a pas exprimé de sympathie en mon nom. Il a simplement transmis l'information de la même manière directe qu'il utilisait chaque fois que nous discutions de détails factuels liés à mon cas. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai examiné la chronologie des événements des jours précédents. Chaque action que j'avais entreprise avait été silencieuse, délibérée et pleinement conforme à mes droits. Les conséquences qui se déroulaient maintenant n'étaient pas des punitions que j'avais imposées, mais des résultats qu'Élodie avait créés pour elle-même. Observer ces schémas refaire surface a apporté un sentiment de clôture inattendu. Je comprenais que ce n'était que le début. Pourtant, je reconnaissais aussi que mes limites tenaient enfin. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais plus le besoin de secourir qui que ce soit des retombées de ses propres choix. Une semaine plus tard, j'ai réalisé que le silence entourant Élodie avait pris une qualité plus lourde, comme si les conséquences qui s'étaient accumulées autour d'elle avaient enfin décidé d'arriver tout en même temps. J'ai remarqué le changement d'abord par un bref message transmis par un collègue qui avait assisté à une réunion avec le département des RH de son entreprise. Il a écrit que sa suspension n'était plus temporaire car elle n'avait pas réussi à effectuer les étapes de vérification obligatoires qui nécessitaient l'accès à des systèmes auxquels elle ne pouvait pas entrer. J'ai lu le message 2 fois sans réagir. J'ai ressenti un lointain sentiment de reconnaissance, comme si je m'étais attendu à ce que ce moment se déroule exactement ainsi. Plus tard ce matin-là, une autre notification est apparue sur mon téléphone. Elle provenait du portail d'emploi de l'entreprise, celui où j'avais autrefois signé un document de vérification de revenus pour soutenir sa candidature pendant une période où elle insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'aide, juste le temps qu'elle s'installe. L'alerte montrait que son employeur avait déposé un avis de licenciement qui serait bientôt reflété sur les futurs examens. Le ton était clinique, dénué d'émotion, ce qui le rendait encore plus frappant. Je me suis assise tranquillement avec, consciente que c'était l'un des derniers liens sur lesquels elle s'était appuyée comme preuve d'indépendance. En milieu de semaine, la deuxième conséquence est apparue. Le gestionnaire immobilier de son complexe d'appartements m'a envoyé un courriel avec un message de suivi demandant un formulaire de garant mis à jour. Ils ont écrit que sans confirmation renouvelée, le bail entrerait automatiquement dans une période de réexamen de 30 jours. J'ai ouvert leur message, examiné les détails qu'ils avaient joints et soumis les documents confirmant mon retrait. En quelques heures, ils l'ont accusé réception et ont ajouté un avis formel expliquant qu'Élodie devrait désormais satisfaire seule aux exigences de revenus. J'ai enregistré la correspondance dans le même dossier où je conservais les autres enregistrements, car l'organisation m'apportait une certaine stabilité pendant ces jours. Ce soir-là, une parente de l'extérieur de la ville m'a envoyé un message inquiet. Elle a dit que maman avait appelé diverses branches de la famille, expliquant que j'avais abandonné Élodie à un moment de crise et que tout ce qui lui arrivait était le résultat de mon refus d'agir comme une sœur. J'ai lu le message lentement. Je pouvais presque entendre le mélange familier de culpabilité et de contradiction de maman. Si ses déclarations avaient été cohérentes, peut-être aurait-elle eu du poids, mais elle changeait son récit en fonction de l'audience et du résultat, et ce schéma s'était répété tout au long de ma vie. J'ai répondu que chaque adulte devait prendre la responsabilité des structures dont il dépendait. J'ai gardé ma réponse brève, car des explications supplémentaires ne changeaient rarement rien. 2 jours plus tard, j'ai reçu confirmation qu'Élodie avait reçu une date limite pour quitter l'appartement. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les proches qu'elle avait fait ses valises à la hâte et déménagé dans une chambre d'appoint appartenant à une cousine éloignée qui vivait à près d'1 heure du centre-ville. Apparemment, elle a essayé de présenter des preuves alternatives de finances mais n'a pas pu atteindre les seuils requis. Ils ont dit qu'elle semblait choquée par la rapidité avec laquelle tout s'était effondré, comme si elle croyait toujours que quelqu'un interviendrait en son nom. Quand j'ai fini de lire ces mises à jour, j'ai posé mon téléphone face cachée et je suis revenu à la tâche qui m'attendait. J'avais signé les documents pour mon propre déménagement plus tôt ce matin-là. Le nouvel appartement était niché loin du centre-ville de Lyon dans un quartier plus calme qui semblait avoir un rythme entièrement différent. Le trajet était plus long, pourtant quelque chose dans cette distance me semblait juste. Je voulais un espace où personne ne franchirait les limites ou n'utiliserait ma stabilité comme filet de sécurité. L'après-midi suivant, une lettre de maman est apparue dans ma boîte aux lettres.
Son écriture était irrégulière. Elle alternait entre me blâmer, défendre Élodie et contredire ses propres arguments sur des lignes consécutives. Je l'ai lu une fois sans laisser quoi que ce soit s'installer, je l'ai soigneusement plié et je l'ai placé dans un tiroir. Je ne lui devais pas de réponse, et je ne ressentais plus l'envie de porter une responsabilité qui ne m'appartenait pas. Alors que mes cartons de déménagement s'empilaient, je sentais la forme de ma vie se transformer en quelque chose de plus stable. Le chaos qui entourait la famille ne m'atteignait plus. Ils opéraient dans leur turbulence, et je me tenais en dehors pour la première fois. Cela ressemblait moins à une victoire qu'à un retour à moi-même, une reconnaissance tranquille que la paix commence parfois au moment où vous cessez de permettre aux autres de définir votre rôle dans leur tempête. Un mois plus tard, le rythme de ma vie s'est installé dans un schéma plus stable qui me semblait mériter plutôt qu'emprunter. Mes journées de travail sont devenues plus ciblées car je ne dépensais plus d'énergie à anticiper la prochaine crise qui pourrait éclater autour d'Élodie. Ma productivité a augmenté de manière à surprendre même mon superviseur. Et les responsabilités supplémentaires que j'ai acceptées sont venues avec une augmentation de salaire qui a discrètement affirmé ma décision de protéger mes limites. J'ai traversé les semaines avec une clarté qui manquait depuis des années, et chaque projet terminé a renforcé le sentiment que j'avais repris le contrôle de ma direction. Les nouvelles concernant Élodie arrivaient par fragments, généralement par le biais de proches qui avaient du mal à comprendre comment elle était tombée si rapidement de la position confortable qu'elle occupait autrefois. Ils disaient qu'elle jonglait entre des emplois temporaires qui payaient de manière inconsistante et qu'aucun d'eux ne lui offrait la stabilité dont elle avait besoin pour reprendre pied. Sans garant et sans registre de revenus fiables, elle s'est retrouvée incapable de signer de nouveaux baux. Elle est restée chez cette cousine éloignée où la patience s'amenuisait. Ses dépenses augmentaient tandis que ses revenus diminuaient, et ceux qui s'étaient autrefois manifestés pour la secourir évitaient maintenant toute implication. J'écoutais quand ces mises à jour me parvenaient, bien que je ne les cherchais pas. Pendant la même période, maman a tenté d'appeler plusieurs fois, laissant des messages qui alternaient entre des appels émotionnels et des tentatives de présenter la situation comme un malentendu. J'ai laissé les appels sans réponse car chaque message révélait la même contradiction. Elle voulait que je défasse les conséquences qu'Élodie avait créées tout en refusant de reconnaître l'histoire qui avait conduit à cette distance. Mon silence n'était pas une punition. C'était de l'autopréservation. Au milieu de tout cela, Jordan Lefebvre est passé un après-midi après avoir terminé une rotation de sécurité près de mon quartier. Nous nous sommes assis sur mon balcon avec du thé glacé tout en discutant de sujets neutres comme les schémas de circulation et les rénovations de bureaux. Il n'a pas abordé la situation familiale et je n'ai pas offert de détails. La conversation était légère et respectueuse, libre de la pression tacite qui avait existé lorsqu'il avait été témoin de la confrontation au travail. Quand il est parti, j'ai apprécié que la visite soit simplement un geste de familiarité plutôt qu'une tentative de sauvetage. À la fin du mois, j'ai reconnu que ma vie me semblait plus simple parce que j'avais enfin cessé de jouer les rôles que d'autres m'avaient assignés. Je ne servais plus de tampon pour leurs décisions ni de solution universelle pour leurs urgences. La paix est devenue possible lorsque la responsabilité est revenue à ses propriétaires légitimes. J'ai appris que les limites ne sont pas des déclarations de colère, mais des engagements de respect de soi. Quand les gens s'habituent à s'appuyer sur vous sans reddition de compte, ils confondent votre silence avec un accord et votre soutien avec une obligation. Prendre du recul a révélé quelles relations reposaient sur un véritable souci et lesquelles dépendaient de la commodité. Au moment où j'ai cessé d'absorber le poids des choix des autres, j'ai finalement compris que protéger mon bien-être ne nécessitait pas la permission de ceux qui avaient autrefois bénéficié de ma complaisance.